tous. Qu'est-ce qui fait qu'un travailleur en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en Allemagne peut se sentir honoré ou respecté dans son environnement professionnel ? Pourquoi certaines sociétés valorisent-elles l'indépendance et l'individualisme, tandis que d'autres mettent l'accent sur l'appartenance à un groupe ou le devoir collectif ? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions passionnantes en remontant le fil des histoires sociales et culturelles de pays aux trajectoires uniques, mais liées par des systèmes de valeurs profondément ancrés dans leur passé. Nous allons découvrir comment des événements historiques majeurs, des luttes pour la liberté ou des héritages médiévaux ont façonné notre manière de travailler, de nous organiser et de respecter l'autorité. Et pour cela, qui de mieux pour nous éclairer que l'un des plus grands spécialistes de ces sujets, Philippe Diribarne. Philippe Diribarne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, anthropologue, économiste, mais ingénieur de formation, X plus mine, mais cela ne nous a pas empêché également d'être diplômé de Sciences Po Paris. Et vous êtes directeur de recherche au CNRS. Alors, depuis plusieurs décennies, vous explorez la manière dont les cultures nationales façonnent les modes de gestion, les rapports au pouvoir et les conceptions de la démocratie. À votre ouvrage majeur, qui est constamment réédité, La logique de l'honneur, paru pour la première fois au Seuil en 1989, a mis en lumière les spécificités du rapport au travail en France en les comparant aux modèles néerlandais et américains, étude que vous avez étendue, nous allons en reparler, à d'autres pays. Alors, je termine cette présentation quand même en citant quelques-uns d'autres de vos ouvrages, notamment Cultures et mondialisation, au Seuil en 1998, où vous montrez comment les identités culturelles résistent à l'uniformisation, L'étrangeté française, une exploration des spécificités culturelles françaises, toujours au Seuil en 2006, et plus récemment, L'islam devant la démocratie, 2013 chez Gallimard, et Les immigrés de la République, en 2017, toujours chez Gallimard, ouvrage dans lesquels vous explorez les tensions entre valeurs démocratiques et traditions culturelles et les défis de l'intégration en France. Et puis, dernier ouvrage en date, en 2024 chez Salvatore, Au-delà des fractures chrétiennes. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est le travail. Alors, dans votre ouvrage, La logique de l'honneur, vous soulignez que la culture du travail est façonnée par un héritage historique. Alors, en quoi les événements fondateurs de l'histoire de chaque pays ont-ils influencé la manière dont ces sociétés abordent le travail aujourd'hui ? Est-ce que c'est systématique ? Toutes les sociétés, déjà, toutes les sociétés démocratiques sont confrontées à une question majeure qui s'est posée de manière très forte à la fin du XVIIIe et qui a traîné au cours du XIXe, du XXe, enfin qu'on appelait souvent la question sociale. C'est comment réconcilier la figure idéale du citoyen libre, d'une société démocratique, égale à tous ses concitoyens, avec la réalité sociale de l'individu qui travaille pour une entreprise, qui travaille pour un patron, qui travaille et qui est hérité de la figure sociale du domestique. Oui. Donc, et au début, du reste, au moment des Lumières, si vous voulez, la première réaction était de dire que celui qui travaillait pour autrui ne pouvait pas être un citoyen. A été privé de la citoyenneté, a été privé du droit de vote, et on trouve des paroles du reste terribles, aussi bien chez Séyeste, chez Kant. Enfin, Kant est très, très dur pour l'idée que celui qui travaille pour autrui, ou chez Locke, n'est pas vraiment un vrai citoyen. Et comme il était impossible, disons, vu la force de cette promesse, disons, que tout le monde serait des vrais citoyens, la démarche qui a été suivie, disons, dans l'ensemble des pays qui se lançaient dans la démocratie, a été de transformer les rapports de travail en fonction et de manière, je veux dire, à leur rendre compatible avec la figure du citoyen digne, travaillant librement pour quelqu'un d'autre. Alors, dans cette démarche, si vous voulez, au fond, chaque pays a hérité de la figure de l'homme libre, et en particulier de celui qui, tout en étant dans un rapport de subordination, reste néanmoins un homme libre et un homme digne, qui existait dans la société correspondante et qui existait, disons, qui avait existé tout le long de l'Ancien Régime, si vous voulez, qu'on retrouve au Moyen-Âge et qu'on retrouve souvent bien avant, quand on a des données permettant de remonter, si vous voulez, dans le temps. Alors, je dirais que dans l'univers anglo-américain, enfin anglais puis américain,
la figure respectable, c'est celui du fournisseur indépendant qui travaille pour un client, mais qui travaille pour un client en restant son propre maître, en gérant ses propres affaires, et donc en étant en rapport avec son client par un contrat qui va fixer. Tocqueville, par exemple, déjà s'étonnait aux États-Unis de voir que le rapport même entre le serviteur et le maître, ce qu'il appelait dans son vocabulaire le serviteur et le maître, répondait à cette figure. Dans l'univers germanique, l'homme digne, c'est celui qui participe avec l'ensemble des membres d'une communauté au bien de la communauté et qui a une tâche qui prend son sens, disons, par rapport au bien de l'ensemble de la communauté. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup développé par Luther, qui a beaucoup insisté sur le fait que tout travail, aussi peu considéré était-il auparavant, était une tâche faite et une mission. Enfin, le terme Beruf, si vous voulez, au fond, qui était emprunté à un vocabulaire religieux, était une vocation. Et on a un ensemble de personnes qui sont parfaitement dignes dans la mesure où elles obéissent à leur vocation et dans lequel elles ont une responsabilité d'ensemble dans la communauté. Alors en France, on a encore une troisième. Oui, en France, une troisième figure, si vous voulez, qui est celui qui est traité conformément à son rang. Au rang qu'il occupe dans la société, et donc qui à la fois est traité avec les égards correspondant à son rang, et qui en même temps est tenu par les devoirs qui sont inégaux à son rang. Et donc, j'ai parlé de logique de l'honneur. Vous appelez ça la logique d'honneur. Donc, je voudrais définir cette forme d'honneur, parce que l'honneur, ça peut recouvrer plusieurs formes. Tout à fait. Alors, c'est l'honneur tel que le décrit Montesquieu dans l'esprit des lois, qui est effectivement différent de l'honneur andalou tel que l'a écrit Pitry-Vers, ou que l'honneur maghrébin, kabyle tel que l'a écrit Bourdieu, etc. Disons, c'est une forme d'honneur. C'est une forme d'honneur qui est centré. Montesquieu dit que dans les monarchies, dans une forme d'honneur, nos devoirs sont moins ce qui nous rapproche de nos concitoyens que ce qui nous en distingue. Et donc, dans lequel il montre qu'il s'agit d'être à la hauteur, d'être digne des devoirs liés à son rang, à la fois ne pas accepter de déchoir, en acceptant des choses qui sont indignes de son rang, et en même temps ne pas déchoir en n'étant pas à la hauteur soi-même. Le président Mitterrand avait remarquablement exprimé dans un contexte moderne, disons, cette vision, quand elle, interrogée sur son mandat, avait répondu « Mon mandat, c'est une noblesse, et je veux en être digne de la manière que je déciderai ». Donc, au fond, tout y était, si vous voulez, la noblesse, le rang, etc. L'idée de dignité, on doit être à la hauteur. Mais quel que soit le rang, finalement. Quel que soit le rang. Oui, alors ceci, je crois, ce qui est effectivement très, 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 très frappant, et c'est qu'après la Révolution française, si vous voulez, au fond, la conquête de la Révolution française n'a pas été d'abolir une société de rang, et la société post-révolutionnaire est restée tout autant une société de rang qu'était une société de rang, la société pré-révolutionnaire, mais à la fois de transformer le fondement des rangs, en mettant, disons, l'accent sur ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 appelle les vertus et les talents, donc la raison, etc. Et deuxièmement, en étendant au maximum, alors peut-être on va en parler à propos du travail, parce que quand on arrive vers les bas de la société, ça commence à devenir un petit peu difficile, mais en tout cas en étendant au maximum, avec en particulier au XIXe siècle toute l'apparition de l'aristocratie ouvrière, soit tout un terme qui est quand même très, très éloquent, de cette société de rang avec la fierté du rang, les devoirs du rang et le refus de plier. Enfin, et c'est aussi la fierté du travail bien fait ? Alors, c'est bien sûr la fierté du travail bien fait. Et la fierté du travail bien fait n'étant pas le travail
bien fait tel que vos patrons vous disent qu'il est bien fait, ou même tel que le client dit qu'il est bien fait, mais du travail bien fait selon les canons du corps social auquel on appartient. Voilà, on a fait un beau travail. Et une chose qui est frappante, par exemple, c'est par rapport à l'image du travail bien fait américaine, dans lequel compte ce que le client va vouloir payer pour le travail. Je me souviens, un ingénieur de l'automobile me disant mais nous, ce qui nous distingue des Américains, que même si une partie de la voiture n'est absolument pas visible par le client, n'a aucune importance pour le client, notre fierté, c'est qu'elle soit aussi impeccable que celle qui sera visible par le client. Alors, justement, cette forme d'honneur, quelle est son origine? Elle est donc, vous l'avez dit, pré-industrielle, parce que finalement, cet honneur, il est lié à la reconnaissance professionnelle, c'est décorrélé de la rémunération. Alors, l'origine, d'abord l'origine. Alors, on a un bon travail de Marc Bloch, donc l'historien Marc Bloch, dans la société féodale, qui comparait déjà au Moyen-Âge, si vous voulez, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, et qui étudiait, au fond, ce qui permettait dans chacun de ces trois pays d'échapper à la condition servile, la condition du serf. Et donc, il montrait déjà à cette époque, on trouvait les conceptions de l'homme libre, de l'homme respectable, qui on va retrouver, disons, tout au long. Alors, qui à la fois ont beaucoup évolué dans leur contenu concret, mais sont restés, finalement, ont gardé une structure, si vous voulez, très, 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 très semblable. Et on voyait, si vous voulez, par exemple, dans la France médiévale, si vous voulez, l'opposition entre la figure du vassal et la figure du serf. Parce qu'au fond, le vassal était à la fois subordonné de son suzerain, mais à certains égards, son égal, l'hommage de bouche et de main, etc. Enfin, il y avait toute une série dans la cérémonie de foi et d'hommage. Il y avait des éléments de subordination, mais également des éléments d'égalité. Et ce que souligne, disons, Marc Bloch, c'était vraiment une caractéristique, disons, du vassal, c'est qu'on ne pouvait rien lui demander qui soit attentatoire à son rang. Et alors ça a été bien développé par Montesquieu, disons, à propos de la France de son époque. Mais la continuité est très grande. Et ça a été repris, disons, par la France révolutionnaire. Alors, je voudrais revenir vraiment à cette origine. D'où vient-elle, cette origine? Pourquoi est-elle spécifiquement française par rapport aux autres pays? D'abord, on constate qu'au Moyen-Âge, vraiment, la France, la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre et l'Allemagne étaient très différentes. Alors, c'est plus ou moins facile de remonter dans le temps, disons, en deçà. Alors, le plus facile pour remonter dans le temps, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, parce qu'on a déjà le Tacite, De Moribus Germanorum, etc., et dans lequel on trouve déjà ça chez Tacite. Et même, disons, chez Benveniste, le linguiste Benveniste, quand il étudie le vocabulaire de la liberté et qu'il compare le vocabulaire de la liberté allemand au vocabulaire de la liberté français, il montre que ce n'est pas du tout les mêmes origines. Pas du tout les mêmes origines. Et qu'il y a un lien déjà entre l'idée de la liberté allemande avec l'image du groupe de pairs, d'un groupe de pairs très aristocratique, qu'on ne confond pas, disons, avec le petit peuple, voilà, et alors, donc on a donc les repères benvenistes, Tacite, et puis on a enfin donc le Moyen Âge, Luther, etc. Enfin, on peut suivre ça, etc. C'est plus difficile de remonter au-delà de l'époque médiévale pour la France et l'Angleterre. Enfin, alors, on a l'impression, en Angleterre, que quand même une période très, très décisive
a été l'invasion de Guillaume le Conquérant. Au fond, parce qu'on voit quand même dans l'imaginaire anglais, enfin, on voit tout, aussi bien la littérature, le cinéma anglais, ou quand on lit des auteurs, quand on voit chez Locke, enfin, l'importance de prendre cette question, de finalement dépendre d'un peuple étranger. Qu'au fond, la négociation, disons, dans le rapport était un peuple étranger, c'est on travaille pour vous, mais on reste nous. Enfin voilà, on se tient à distance. On est à l'opposé de la communauté allemande. Donc il y a des travaux comparatifs très intéressants, disons, qui ont été faits opposant l'Angleterre et l'Allemagne, disons au 18, 19e, 20e, etc. Dans lequel on voit que le rapport à la communauté est totalement opposé. Rapport, en anglais, c'est surtout « je n'appartiens pas à la communauté, je suis de l'extérieur pour la communauté, c'est mon client ». Alors qu'en Allemagne, c'est au contraire « j'appartiens pleinement à la communauté et je suis co-responsable à l'intérieur de ma communauté ». Alors, comment cette logique on va rester en France pour l'instant, comment cette logique de l'honneur marque-t-elle les rapports avec la hiérarchie ? Alors, les rapports, si vous voulez, avec la hiérarchie, donc dans les rapports avec la hiérarchie, donc ceux qui sont... Alors, il y a les rapports souhaités, et puis les rapports vécus. Et donc, un aspect important de la situation actuelle, c'est souvent le hiatus qui s'est créé entre les rapports s'y font référence et les rapports vécus. Alors, les rapports souhaités, c'est qu'un individu est un homme de métier, à qui on fait confiance, qui n'a pas besoin qu'on lui dise comment il doit faire son travail, et qui tient beaucoup à marquer que le travail qu'il fait, c'est en fonction d'abord de sa conscience professionnelle. Et donc, dans cette vision, si vous voulez, il y a plusieurs figures du supérieur. Il y a la figure du supérieur qui appartient au même corps professionnel que ses subordonnés. Oui. On a ça, par exemple, dans des hiérarchies de cadres, entre des gens qui sortent de la même école, plus anciens, plus jeunes, dans lequel, finalement, on se retrouve entre soi. Et dans lequel on a une hiérarchie, on retrouve une sorte de hiérarchie entre égaux, plus anciens, moins anciens, etc. Voilà. On a des formes d'autorité, je veux dire, tout à fait à l'autre bout, qui ressemblent à l'autorité que pouvait avoir un intendant sur le paysan. Alors, l'intendant était nommé par son maître, était, au fond, était à la fois méprisé par les paysans, puisqu'il considéré comme le valet du maître, et que le paysan considéré comme plus un homme libre que l'un, mais en même temps le paysan était dépendant du maître. Alors, ceci se passant à tous les niveaux, parce que c'était vrai entre les grands et les intendants au sens des intendants du roi. Oui. Voilà, donc, Tocqueville explique bien ça. Enfin, voilà, que les grands méprisaient beaucoup les intendants qui étaient souvent issus de basse classe, mais enfin, néanmoins, devaient en passer par leur autorité, etc. Et puis, vous avez aussi, disons, une forme d'autorité qui est liée à celui dont on respecte le savoir. Qui est celui qui a vraiment, et d'où l'importance des diplômes en France, etc. Et donc, au fond, dont on admet que qui sait des choses qu'on ne sait pas. Donc ça peut être l'ancien aussi, j'imagine. C'est différent de l'ancien. L'ancien. Non, parce que l'ancien appartient à la même corporation, à le même genre de savoir que soi. Oui. C'est différent de celui qui a un autre savoir que soi. Bon. Et qu'en particulier, celui qui a un autre savoir de soi, a un rôle très important, il s'agit de coordonner des gens qui appartiennent à des métiers différents. Parce que là, alors du coup, on a besoin de quelqu'un, comme on dit, qui a une vision plus holiste, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand ça fonctionne bien. Alors, quand ça fonctionne
pas bien, il y a toute une série de situations. Mais voilà, comment se passent les conflits? Voilà. Ça les rend plus violents? D'abord, peut-être pour dire, oui. il y a les gens qui n'ont pas un vrai métier. Bon. Alors, on l'a vu beaucoup, par exemple, au moment du Covid. On dit, mais au fond, tous ces gens qu'on ne respecte pas parce qu'ils n'ont pas un vrai métier, là, tout d'un coup, on les a magnifiés parce qu'ils jouaient un rôle essentiel, mais finalement, ensuite, ils sont retombés. Et à contrario, les fameux bouchers de job, on n'en avait pas besoin. Et tout ça, voilà, tout ça. Bon, et puis, donc, il y a les gens qui sont traités en exécutants, alors qu'ils estiment avoir une compétence, etc. Et actuellement, c'est par exemple ce qui est vrai, pas mal, dans toute une population de cadres, qui est soumis à, voilà, qui a des objectifs, des Key Performance Index, etc., et qui doit rendre des tas de comptes, etc. Alors, par ailleurs, une des raisons pour lesquelles, dans ce nombre de cas, ça se passe mal, c'est qu'a été transféré en France le modèle américain du manager. Alors, le manager, c'est pas quelqu'un qui a un métier. Le manager, c'est quelqu'un qui vous fixe des objectifs et qui contrôle que vous ayez réussi ou non les objectifs. Alors, dans un contexte américain, le modèle et les rapports entre le manager et le managé, à la fois rentrent bien dans ce modèle de, au fond, mon manager est mon client. Il me fixe des objectifs comme mon client me passe une commande et il me laisse libre pour me débrouiller, etc. Et puis par ailleurs, nous sommes deux citoyens américains parfaitement égaux. Il ne s'agit pas que mon manager joue. Alors, revu en France, il y a au fond deux interprétations opposées, je veux dire, de ce modèle du manager. Il y a à la fois le manager qui a bien compris le système français, qui ne joue pas le rôle du manager et qui reste dans le modèle classique de mon subordonné. S'il est compétent, je ne vais pas lui dicter ce qu'il a à faire. Il doit comprendre lui-même ce qu'il a à faire. Il suffit ce qu'il a à faire. Et puis, la mauvaise version, dans laquelle celui qui est chargé d'être manager se prend au sérieux. Et considère que d'être manager lui donne un rang supérieur à celui du manager. Et là, on retrouve la problématique de l'intendant. Parce qu'au fond, finalement, qu'est-ce qui doit donner la possibilité de commander? C'est que des chefs encore plus hauts lui ont délégué une possibilité de commander. Et alors là, si vous voulez, on voit la voix de son maître, etc. En fait, une série d'appellations extrêmement péjoratives sur celui qui se comporte ainsi. Alors, je voulais parler des conflits, mais finalement, je veux d'abord savoir si dans l'histoire, il y a eu des ruptures dans cette logique de l'honneur française. Est-ce que la Révolution française, la Révolution industrielle, voire mai 68, ont apporté des ruptures dans cette logique? Ce qui est frappant, c'est qu'à la fois, il y a des ruptures et sur lesquelles on revient. C'est la Révolution française, la loi Le Chapelier, l'interdiction des corporations, et on voit, quand on voit la littérature sur l'époque, on voit magnifier le contrat. De dire terminé maintenant, il n'y a plus du tout, on n'est plus dans une corporation, on n'a plus un métier, etc. On passe librement un contrat, on versait plutôt d'égal à égal, etc. On a copié en quelque sorte le modèle anglais. Et puis à l'expérience, il est apparu que finalement, ces rapports d'autorité liés au contrat, théoriquement entre égaux, ce n'était pas vraiment entre égaux. Il y avait toute une littérature ouvrière disant le patron d'aujourd'hui, c'est la même chose que le seigneur d'autrefois et l'ouvrier d'aujourd'hui comme le serf d'autrefois. Et en Allemagne, pareil. Marx a des pages géniales là-dessus, sur le contraste entre l'image théorique de l'échange, du contrat, et puis ce qui se passe réellement, disons, dans la vie sociale. Alors, ce qui est frappant, si vous voulez, en France, c'est que la réaction aux désillusions du contrat ont conduit très largement à revenir
non pas sur les corporations, on n'a pas recréé les corporations, etc., mais on est revenu sur la logique du métier, la fierté du métier, etc. Et la naissance de la fameuse aristocratie ouvrière, etc. Et donc un travail, historique montre qu'en 1848, dans les manifestations, si vous voulez, ouvrières, finalement, on était au moins autant dans cette logique corporatiste qu'on l'était. Alors, ensuite, dans la période, si vous voulez, dans la période récente, on est effectivement dans un conflit. Alors, pour prendre des conflits récents, prenez la loi El Khomri, par exemple, ou le contrat première embauche, ou enfin une série de choses comme ça, dans lesquelles on dit, mais maintenant, on va moderniser notre gestion, foin de cet attachement archaïque, disons, au métier, soyons modernes, faisons comme les Américains, mais ça ne se passe pas très bien. Et alors, donc, je voulais maintenant revenir au conflit. Donc, est-ce que cette logique de l'honneur empêche les conflits ou les rend-elle encore plus violents, finalement ? Elle les rend différents. On l'a vu avec les grandes grèves, les grannes manifestations ouvrières. Elle les rend différents parce que en Suède, il y a eu des conflits ouvriers violents aussi. Hein, donc, il ne faut pas croire que... elle leur donne, je dirais qu'elle leur donne une saveur qui est différente. Par exemple, aux États-Unis, hein, dans les sociétés dans lesquelles il y a l'entreprise a un contrat avec le syndicat. Donc, qui, d'après la loi, etc., un syndicat a obtenu d'être le seul syndicat par un vote du personnel, etc. Donc, on renégocie le contrat en général tous les 3 ans. Et donc on voit apparaître, mais je ne sais pas, 2 ans à l'avance, dans la littérature syndicale, attention, Brothers and Sisters, dans 2 ans, nous allons avoir une redistribution du contrat et nous devons être prêts à nous mettre en grève dans 2 ans, au moment de renégocier le contrat. Et dans les États-Unis, on peut prévoir que 2 ans avant, qu'on va se mettre en grève. En France, c'est 2 heures avant, c'est bon. 2 heures avant qu'on va se mettre en grève n'est pas des choses évidentes. Alors maintenant, on va passer dans les autres pays, vous nous expliquer comment ça se passe. Alors, aux États-Unis, c'est ce que vous avez étudié. Donc là, aux États-Unis, c'est le contrat avant tout. Alors d'où vient cette logique ? Est-ce qu'elle est héritée de l'Angleterre ? Alors, elle est héritée de l'Angleterre, clairement. Hein. Donc là, quand vous dites les USA, c'est le monde anglo-saxon ? Le monde, oui, anglo-américain, dans lequel, donc, la personne, le travailleur respectable, hein, c'est celui qui n'est pas dans la position, disons, on dirait du cerf taillé avec le merci, ou même du domestique soumis aux demandes un peu, suivant la fantaisie du patron. Et déjà, Locke fait une opposition très, très nette entre, d'un côté, celui qui est soumis à l'arbitraire, disons, de son maître, et celui qui est, par rapport à son, on va dire employeur, même si Locke n'utilise pas ce terme, dans une position d'avoir un contrat. Et donc, l'aspect important du contrat, très très important du contrat, c'est qu'il oblige certes le subordonné, mais il oblige aussi le supérieur. C'est que le supérieur n'a pas le droit de demander autre chose que ce qui est prévu par le contrat. Et le contrat doit être équitable. Alors, question, voilà, grosse question américaine, c'est qu'est-ce que c'est qu'un contrat équitable ? Et vous avez toute une série d'allers-retours. Il y a eu, à une époque, on a parlé aux États-Unis de wage slavery, l'esclavage du salariat. Justement, le contrat était considéré comme pas équitable, ne fournissant pas assez de pouvoir aux salariés. La grande innovation de la fin des années 30 et début des années 40, donc la loi Wagner, le New Deal, etc., a été de bouleverser les rapports de pouvoir entre patrons et salariés. Avec le rôle donné aux syndicats, qui ont, à cette époque-là, pris une importance très grande, etc. Puis, au moment de la chute du communisme, il y a eu la réaction
néolibéral, mais tous ces trucs-là, toute cette organisation, c'est du communisme. Voilà, c'est du communisme. Donc, il faut retourner à la vérité du contrat, et du contrat librement passé entre chaque travailleur et son patron, pas le contrat collectif, etc. Alors, qui a entraîné, je crois qu'on peut le dire, des dérives dans lesquelles on voit des contrats dans lesquels, si un salarié n'est pas content de son sort, il doit recourir à une procédure d'arbitrage qui se déroule aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Oui, aux Pays-Bas. Oui, mais c'est fait sciemment. Pour dire que, évidemment, le salarié n'a pas moyen comme on n'a pas le droit. On ne peut pas lui dire qu'il ne peut pas avoir de procédure à sa disposition. Donc on fait une procédure qui est totalement, disons, inapplicable. Alors actuellement, et en particulier dans le courant que représente le vice-président J.D. Vance, là-dessus, il y a un retour par rapport à ça. Et au fond, pour une part, le succès de Donald Trump est lié aux excès de ce néolibéralisme. Alors, avec en même temps, disons, la complexité, parce qu'il y a aussi Musk, qui est lui, quand même, un vrai libéral, mais toute une part du courant qui a porté Trump est un courant en réaction au détournement de l'esprit du contrat. Dans l'époque, dans la grande époque, si vous voulez, du contrat, où le contrat marchait bien, il y avait en même temps une très très forte insistance sur l'aspect moral du contrat, et que un contrat pouvait être détourné et qu'un contrat ne pouvait bien fonctionner que s'il était mené dans une perspective, disons, de fairness. Et alors, dans lequel on a eu une association entre l'aspect fondamental contractuel et un autre aspect quand même de la culture américaine, non négligeable, alors là qui n'est pas hérité tellement de l'Angleterre, mais plus, disons, des fondateurs américains, qui est le sentiment de former une communauté morale. Oui. Alors, pas une communauté au même sens qu'en Allemagne, avec la même pression sur l'individu, etc. Mais quand même, si vous voulez, le rôle de la religion, là, pour le coup, dans l'émergence... Cette religion protestante, est-ce qu'elle est assez présente dans cette logique du contrat, comme elle le sera, enfin, on va en parler des Pays-Bas? Alors, elle est... Disons que dans l'épanouissement, ça veut dire du contrat fair, du contrat correct, etc. Oui, on a une vision d'inspiration religieuse qui reste forte dans la culture américaine, enfin, même si quelquefois elle est utilisée de manière qui peut paraître surprenante. Alors, l'affaiblissement quand même de l'ancrage religieux aux États-Unis aussi est un élément qui fait que faire bien fonctionner cette logique n'est pas assez évident. Donc on a des tensions. Mais je veux dire au passage, qu'on a dans tous les pays, on a des tensions. Il y a des tensions. Parce que dans tous les pays, faire réellement le raccord entre la situation du vrai citoyen vraiment égal à tous ses concitoyens, vraiment libre, etc., et la situation de travailleurs subordonnés, en toute rigueur, c'est un raccord impossible. Voilà. Et donc, au fond, dans chaque culture, on a des figures qui permettent de bricoler un raccord qui, dans des cas favorables, marche bien, mais est tout le temps en péril. Alors, autre pays que vous avez étudié, ce sont les Pays-Bas, avec là une autre logique qui trouve aussi une explication historique, vous allez nous la donner, qui est la logique du consensus. Consensus, compromis, est-ce que tout ça... Alors, le terme de consensus lui-même est un terme un petit peu piégeux. Vous m'avez fait remarquer tout à l'heure très justement qu'au honneur, pouvoir vouloir dire des tas de choses, mais le consensus néerlandais n'est pas le consensus suédois, ni le consensus japonais.
le consensus néerlandais a, si l'on peut dire, une dimension individualiste beaucoup plus poussée que le suédois ou le japonais. Alors, on entend par consensus, c'est l'idée ou la référence que entre des personnes qui sont quand même à des états d'égard qui se veulent très autonomes, elles doivent rentrer dans un processus dans lequel chacun est prêt à faire des concessions, avec d'autres qui font également des concessions, et dans lequel on va essayer de ne pas mettre d'affectivité là-dedans. Oui. On va essayer de ne pas mettre de principe là-dedans. Et les Néerlandais sont très surpris par l'importance des principes que mettent les Français dans leurs décisions, qui ont toujours besoin de se référer à des principes. Au contraire, là, ils sont dans le compromis. Il y a l'idée que si on commence à se référer à des principes, on est mort. Parce qu'on ne peut pas compromettre sur les principes. On ne peut compromettre que sur des intérêts. Mmh. Alors justement, quelle est l'origine historique L'origine. Alors, pour une part, cette logique de la communauté, etc., marque toute une partie de l'Europe. Marque l'Allemagne, bien sûr, l'Autriche, la Slovénie vers le sud, les pays scandinaves, la Hollande. Voilà, c'est toute une zone germanique, de langue germanique, du reste, tout ça, des antistes qu'on a, ce qui est le cas aussi du néerlandais, du néerlandais. Alors, donc, l'idée, donc la référence à, au fond, une communauté de pairs, si vous voulez, dans lequel le leader contribuerait à avoir de bons rapports, etc., c'est ça. Alors, avec quand même deux grandes différences, si vous voulez, c'est que la culture allemande est très profondément aristocratique. Vraiment, la culture allemande, entre les diverses strates de la population. Alors, ça s'est pas mal atténué après la Seconde Guerre mondiale, en réaction à la Seconde Guerre mondiale. Mais si on reprend toute l'histoire allemande, le passage d'une strate à une autre est à peu près impossible. Impossible. Et donc, il y a toute une construction très savante, si vous voulez, allemande, dans les sociétés allemandes, d'articuler les divers niveaux, mais de manière telle que, alors à l'intérieur de chacun des niveaux, il y a cette logique, disons, horizontale, de coopération, de communauté, etc. Et puis des représentants d'un niveau qui vont se retrouver à un autre niveau d'au-dessus pour faire la même chose, etc. Alors, aux Pays-Bas, on a beaucoup moins ça. Aux Pays-Bas, le supérieur est plus un primus inter pares, voilà, qui est chargé de catalyser le bon accord. Alors, avec quelque chose de très, très, très important et pas facile à concilier, disons, avec l'apport français, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur une décision, alors là, c'est sacré. Là, il n'est pas question que celui qui, pour une raison, qui soit dit pour des bonnes raisons, comme on dit en France, toute décision est une base de discussion. Alors là, aux Pays-Bas, disons, c'est le contraire. Et donc les origines historiques Alors, les origines historiques, bon, on trouve ça déjà, disons, au moment de la constitution même des Pays-Bas. Oui, voilà, donc c'est intrinsèque au pays. Voilà, l'union des provinces était déjà ça. Qui était, je suppose, j'ai pas vraiment travaillé très, très, très loin, mais en fait, de toute façon, les Pays-Bas, ça n'existe pas depuis très longtemps. Mais vous parlez de pilarisation. Alors, la pilarisation, c'est un terme utilisé, disons, par les Néerlandais, disons eux-mêmes, pour distinguer leur système, en disant, finalement, un système est fondé de plusieurs piliers,
hein, que chaque pilier, alors en matière politique, à une époque, il y avait les catholiques, les protestants modernes, les protestants traditionnalistes et les socialistes, ils formaient chacun un groupe, et avaient ses écoles, sa télévision, ses journaux, etc., et qui devaient s'entendre pour co-gérer le pays. Et qu'on a appliqué ça aussi, disons, dans le domaine de l'industrie, dans lequel, entre le patronat et les syndicats, on avait des groupes qui étaient chacun bien différents, mais qui devaient s'entendre. Alors, est-ce que cette culture du compromis, est-ce que c'est dû aussi au fait que les Pays-Bas sont un pays commerçant, plus qu'industriel, donc plus enclin à la discussion? Dans ces questions-là, il y a toujours la question de la poule et de l'œuf. Finalement, d'où vient, etc. Alors, c'est sûr que la structure sociale des Pays-Bas n'était pas celle de la Prusse. Le Juncker prussien n'avait pas son correspondance aux Pays-Bas. Donc, c'est difficile de dire, parce que il y a tout un aspect industriel, si vous voulez, aussi aux Pays-Bas. Enfin, je veux dire, il peut y avoir, si vous voulez, une manière de fonctionner qui peut être bien adaptée, si vous voulez, à un certain mode, un certain type d'économie, etc. De même qu'on pourrait dire, si vous voulez, que la logique française a été bien adaptée pour produire le Concorde, l'aviation, les produits de luxe, etc. Ouais. Et pas adaptée pour produire d'autres choses. Hein. Mais là, dans le cas, en tout cas, français, je connais depuis plus longtemps, je dirais que c'est plus la nature des rapports, de la conception du travail qui a rendu plus ou moins efficace selon les domaines que le contraire. Alors, est-ce que les modèles que vous avez étudiés, là on vient de les citer, se retrouvent dans d'autres pays? Et si oui, avec quelle nuance? Vous avez donc étudié l'Allemagne, vous en avez parlé un petit peu, mais comment ça se passe? Alors, rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, comment ça peut se passer, je ne sais pas, en Italie, en Espagne? Alors, disons, effectivement, il faut bien distinguer l'univers culturel européen, etc. Disons, avec l'équipe de recherche que j'anime, on a travaillé dans une cinquantaine de pays. De pays, depuis la Chine jusqu'à l'Argentine, au Québec, à la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc. Enfin, voilà, donc on a travaillé tout. On n'a pas systématiquement couvert l'Europe. Couvert l'Europe. On a fait un peu des choses en Espagne, oui, en Italie. Alors là, pour le coup, on peut parler d'un honneur espagnol, mais qui n'est pas le même. Pas le même, qui n'est pas autant attaché au métier, aux prérogatives du métier, aux devoirs du métier, et qui est plus attaché à, je dirais, à l'honneur maghrébin. Comment tu me parles? Méditerranéen. Dans méditerranéen, voilà. Qui est plus là, une certaine fierté, voilà, qui demande, enfin, on voit, il faut prendre des gants, il faut prendre des gants. Alors, l'Italie, sur l'Italie, une remarque italienne est de dire qu'une parenté entre la France et l'Italie, c'est que les Français comme les Italiens aiment bien les titres, mais la différence, c'est que les Français les prennent au sérieux. Donc, en Italie, on a quand même, mais pas de la même façon, pas du tout de la même façon qu'en Europe du Nord, mais l'idée qu'il faut qu'on s'entende, enfin c'est bien connu. Hein. Alors moi, j'ai travaillé sur des choses en Argentine, qui a un fort héritage italien. Oui. C'est très spectaculaire. C'est très spectaculaire. Et en passage, le pape argentin, je crois, est un bon argentin, qui ne croit pas beaucoup aux structures, aux règles, aux principes, etc., et qui croit beaucoup plus aux personnes,
aux bonnes relations, etc. Il y a une recherche intéressante qu'on a faite, c'est de comparer l'aide aux jeunes en difficulté en France, en Italie et au Finlande. Oui. Moi, c'est tout à fait. Très rapidement, en France, c'était vraiment leur donner la formation, les diplômes, etc. En Italie, c'était leur trouver les amis qui vont leur donner des points d'insertion. Alors, et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, comment les entreprises globales réussissent-elles justement à intégrer ces différences culturelles de travail? C'est-à-dire qu'il y a la culture d'entreprise, mais il faut qu'elle s'adapte à chaque pays. Comment ça se passe? Si vous voulez, maintenant, et de plus en plus, disons, au fond, chaque filiale nationale est très autonome dans sa gestion. Voilà. Et donc, si on rentre, là, pour le coup, c'est cette chose avec l'équipe qu'on a beaucoup fait, c'est de travailler sur des filiales d'entreprises, surtout françaises. On voit que, je sais pas, une filiale mexicaine, elle est très très mexicaine, une filiale chinoise est très chinoise, une filiale indienne est très indienne. C'est-à-dire qu'une société comme Google, par exemple, qui a des établissements en France, va appliquer des méthodes de management à la française? Elle va pas en faire la théorie, mais en pratique, dans la manière dont les Français vont se servir, disons, du cadre général Google, etc., va être quand même très très marqué par un esprit français, tout en ayant une influence de la maison mère. Mais donc j'ai beaucoup travaillé justement sur la manière dont une entreprise pouvait répandre ses visions de par le monde. On voit l'importance de l'adaptation en chaque lieu. Donc il n'y a pas un modèle qui s'impose pour l'instant, malgré la globalisation. globalisation. Il y a des grandes valeurs, par exemple de dire une entreprise va dire on développe le respect du client. Respect du client. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le respect du client en France, le respect du client en Chine, le respect du client au Japon, si on veut que le client soit réellement respecté, il faut qu'en chaque lieu, on conçoive une manière de respecter le client, qui soit adapté. Mais en même temps, c'est pas totalement vain de dire que la maison mère a une certaine impulsion de respect du client, va tenir compte dans les carrières, apporter une certaine influence. Mais on n'est pas dans le tout ou rien. Philippe Diribarne, merci, c'était passionnant. Merci. Alors, je propose aux téléspectateurs de TVL de vous retrouver le samedi 5 avril au colloque de l'Institut Iliade qui se tiendra à la Maison de la Chimie. Et le thème de ce 12e colloque est « Penser le travail de demain » et vous y ferez une intervention. Voilà. Et la revue d'histoire européenne vous y donne également rendez-vous, puisque nous y tiendrons un stand, une excellente occasion de rencontrer nos lecteurs. Vous trouverez toutes les informations et la billetterie sur le site institut-iliade.com. Philippe Diribarne, merci encore, c'était Passé Présent, l'émission historique de TVL présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.